Donc, je vais vous présenter ce qu'on connaît de la neuroimagerie du trouble dissociatif de l'identité. Et pour débuter mon propos, je vais vous présenter le modèle de dissociation structurelle de la personnalité de Onno van der Agt, parce qu'en fait c'est utilisé quasiment dans tous les protocoles d'études de neuroimagerie, et je vais vous le présenter brièvement, mais ça va vous permettre de comprendre après quand je vais vous présenter les différents protocoles. Donc Onno van der Agt est un professeur de psychopathologie qui s'est intéressé aux traumas complexes, qui a suivi des patients qui avaient des traumas complexes, qui a écrit un livre dont je vous conseille la lecture, qui est Le Soi hanté. Et en 2006, il a proposé ce modèle de dissociation structurelle. C'est un modèle de compréhension des patients qui ont des traumas complexes. Et pour lui, la personnalité se diviserait de ces patients en une partie apparemment normale, et une partie émotionnelle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les parties apparemment normales, la partie apparemment normale et la partie émotionnelle sont des parties archétypales. C'est-à-dire qu'en pratique, il y a plus d'une partie apparemment normale et plus d'une partie émotionnelle. Mais pour la simplicité du propos, on garde ça milieu. La partie apparemment normale est dans l'évitement des souvenirs traumatiques. Et en gros, elle permet à l'individu de fonctionner de façon adaptée dans son quotidien. La partie émotionnelle, elle est en lien avec les éléments traumatiques. C'est souvent des parties jeunes qui vont avoir des souvenirs, qui peuvent avoir des souvenirs des éléments traumatiques qui vont différer d'une partie à l'autre et qui, en fait, il a dissocié les parties émotionnelles, il en distingue deux types. Ça va être important pour la suite de mon propos, mais j'y reviendrai. En tout cas, on peut avoir des parties émotionnelles qui sont sous l'influence du système sympathique, avec plutôt une vigilance accrue, beaucoup d'émotions, et puis des parties émotionnelles qui vont être plutôt sous l'influence du système parasympathique, donc avec un émoussement affectif, une conscience corporelle plus faible. En gros, la partie apparemment normale, elle est plutôt de l'ordre dissocié, c'est ce qui permet de fonctionner. La partie émotionnelle ou les parties émotionnelles sous influence du système parasympathique, émoussement affectif, conscience corporelle plus faible, elle aussi, elle est dissociée, voire figée. Et les parties émotionnelles sous influence du système sympathique, elles ne sont pas dissociées. Elles sont en proie à des émotions intenses. On va y revenir, mais c'est, en tout cas, partie apparemment normale, vous verrez dans le topo, c'est PAN, partie émotionnelle, c'est PE. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Avec cette question, le trouble dissociatif de l'identité, mythe ou réalité? Et pour répondre à cette question, je vais vous présenter deux études. La première, c'est de Simone Reinders, qui est vraiment la première à avoir étudié en neuroimagerie le trouble dissociatif de l'identité. Et les auteurs de cette étude ont décidé de prendre un groupe de patients qui avaient un trouble dissociatif de l'identité et ces patients qui avaient un trouble dissociatif de l'identité avaient la capacité, avec l'aide d'un thérapeute, de passer d'une partie apparemment normale à une partie émotionnelle et inversement. Et la grande nouveauté de cette étude, c'est que les sujets contrôle, c'est pas n'importe quel contrôle, c'est des comédiens à qui on a expliqué le fonctionnement des TDI et à qui on a demandé d'imiter le trouble TDI en simulant de la même façon une partie apparemment normale et une partie émotionnelle.
Et ces comédiens, en fait, on a mesuré chez ces comédiens la capacité ou leur propension à l'imaginaire, avec un test qui s'appelle le test des expériences créatives. En fait, on va mesurer les capacités fantasmatiques du sujet, si bien que les comédiens qui simulent le TDI ont été divisés en deux sous-groupes, un sous-groupe avec une forte propension à l'imaginaire, et puis un autre sous-groupe avec une faible propension à l'imaginaire. Jusque-là, tout va bien. Et on a regardé le métabolisme cérébral des patients TDI et des comédiens par émission de positif, en tomographie par émission de positif. Ça se complexifie un peu en sachant que pour chaque patient, il y a deux conditions, script neutre ou script traumatique. Je pense que vous savez ce que c'est. Script neutre, en fait, on recueille au préalable, avant de mettre les patients dans la tête ou dans l'IRM, on recueille des éléments autobiographiques qui ne sont pas de nature traumatique. Et puis, à l'inverse, le script traumatique, on va leur demander d'écrire de façon autobiographique leur trauma. Et donc, une fois qu'ils sont dans la tête, soit on passe le script neutre, soit on passe le script traumatique. J'y reviendrai un peu plus tard, mais voilà. La conclusion la plus importante de cette étude, c'est que finalement, eh bien, il y avait plus de différences entre les patients troubles dissociatifs de l'identité et les comédiens qui avaient une forte propension à l'imaginaire. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, c'est 2012, c'est quand même la première étude, en sachant qu'elle en avait fait d'autres avant. Il n'y avait pas de comédien, on lui avait dit, c'est gentil votre truc, mais en fait, qu'est-ce qu'il nous dit qu'ils ne sont pas des simulateurs? Donc en 2012, c'est vraiment la première étude qui va dans le sens que le TDI, les patients TDI ne sont pas des simulateurs. Alors une deuxième étude, pour répondre toujours à la question mythe ou réalité, c'est l'étude de Schlumpf qui est parue en 2014 et qui s'est intéressée au réseau à l'état de base. Alors c'est quoi le réseau à l'état de base? Vous allez voir, c'est assez simple. Le réseau à l'état de base, ça consiste à mettre des patients et des contrôles dans une IRM avec une seule consigne qui est de laisser vagabonder leur esprit. En gros, on leur dit, vous fermez les yeux, vous détendez et vous ne pensez à rien. Bien sûr, on pense toujours à quelque chose. Et en fait, quand on fait ça, quand on demande aux gens, laissez vagabonder votre esprit, vous ne pensez à rien, eh bien, un certain nombre de régions cérébrales, que vous voyez ici, ça c'est des sujets sains, un certain nombre de régions cérébrales, principalement ce qu'on appelle sur la ligne médiane, au milieu du cerveau, vont s'activer. Alors c'est le cortex préfrontal médian, c'est le cortex singulaire postérieur, et puis des régions pariétales et temporales. Et donc ces régions, elles vont s'activer en même temps, c'est-à-dire de façon synchrone, et en fait c'est ces régions qui s'activent en même temps qu'on va appeler le réseau à l'état de base. Et en fait, ce réseau à l'état de base, il est vraiment très important dans les mécanismes liés au concept de soi, dans l'introspection, et surtout, on pense que c'est un réseau qui intervient dans le maintien de notre identité au cours du temps. Ça a l'air tout simple comme ça, mais le maintien de notre identité au cours du temps, c'est un phénomène qui est relativement complexe. Parce que quand vous pensez à vous, enfant, adolescent, jeune adulte ou plus âgé, vous avez quand même toujours l'impression que c'est vous. Alors, ça demande du travail psychique, ça. Donc on pense que c'est vraiment ce réseau à l'état de base qui maintient ce phénomène d'identité au cours du temps. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, parce que là je vais vous présenter l'étude après, c'est que le réseau à l'état de base, il va diminuer ou s'arrêter à partir du moment où on s'engage dans une tâche particulière. Et donc le schéma de l'étude de Schlumpf, elle reprend un peu la précédente étude. C'est encore une quinzaine de patients qui ont un trouble dissociatif de l'identité, qui sont aussi capables de passer d'une partie apparemment normale à une partie émotionnelle et inversement. Et puis toujours 15 comédiens à qui on a appris à imiter le TDI. Alors chaque patient TDI et chaque comédien, avant de rentrer dans l'IRM, on leur demande
de se mettre soit dans une partie apparemment normale, soit dans une partie émotionnelle pendant un certain temps. Puis après, on les met dans l'IRM et à ce moment-là, on leur dit, vous fermez les yeux. Ils ont tous la même consigne, vous fermez les yeux et vous vous détendez et vous ne pensez à rien. Eh bien, le résultat de cette étude montre que il y a une différence entre les patients qui ont un trouble dissociatif de l'identité avec une activation, donc ces patients TDI, ils ont une activation plus importante du réseau à l'état de base que les comédiens. Et en fait, les comédiens, quand ils sont dans l'IRM, et ben en fait, ils continuent de simuler un peu les parties apparemment normales ou les parties émotionnelles. Raison pour laquelle, comme ils sont un peu quand même dans une tâche particulière, ce réseau à l'état de base, il est moins important. Ça, c'est aussi confirmé par le fait que les comédiens, finalement, ils vont se différencier des patients TDI, notamment en activant des régions cérébrales qui sont impliquées dans l'imagerie visuelle mentale. J'espère que c'est assez clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux études ? En fait, il y en a bien d'autres, hein. Je vous en ai sélectionné deux. Mais en fait, que premièrement, globalement, c'est ça qui ressort de toutes les études qui ont utilisé les patients TDI et les contrôles qui simulent. Eh bien, en fait, les patients en troubles dissociatifs de l'identité n'ont pas une corrélation significativement positive avec une proportion à l'imaginaire. Donc, en gros, ils ne simulent pas. Et deuxièmement, ça, il faut me faire confiance, vous irez lire les articles, tous les protocoles d'imagerie cérébrale qui utilisent patients TDI et comédiens, eh bien, les comédiens n'arrivent jamais à avoir les mêmes schémas d'activation cérébrale que les patients TDI. Donc ça, c'est des données qui plaident en faveur de la reconnaissance du TDI en tant qu'entité clinique, au même titre que les autres symptômes dissociatifs. Alors, une fois qu'on considère que le trouble dissociatif de l'identité est une entité clinique, qu'est-ce qui le permet de le relier à une origine traumatique? Alors, je vais vous présenter... ça, c'est la question. En fait, je vais vous présenter, pour bien comprendre comment on relie le TDI à une origine traumatique, je vais vous présenter ce qu'on sait de l'état de stress post-traumatique. En fait, l'ANUS a été la première à identifier et à modéliser en neuroimagerie deux sous-types d'état de stress post-traumatique. D'ailleurs, ça c'est sa publication, et ça c'est une image qui sort de cet article. Pour elle, il existe, mais maintenant c'est reconnu, mais ça c'est 2010, hein, c'était il y a 10 ans, il existe deux sous-types d'état de stress post-traumatique. Un premier qui se caractérise par de la revieillissance traumatique. En gros, c'est un état hyper réactif, c'est-à-dire que les patients sont aux prises avec des flashbacks en permanence, ils ont une vigilance accrue. Et sur le plan de la neuroimagerie, en fait, elle montre il existe une hyperactivation de l'amygdale. L'amygdale, c'est le centre de la peur. Et une hyperactivation de l'insula. Alors l'insula, vous en avez peut-être jamais entendu parler. Mais l'insula, c'est une petite région cérébrale qui est impliquée dans la conscience corporelle. Donc amygdale et insula sont hyperactives. Elles viennent en quelque sorte éteindre le cortex préfrontal médian. Et à l'inverse, un état de stress post-traumatique dissocié, où là, le schéma d'activation est complètement différent. C'est une hyperactivité du cortex préfrontal médian qui va venir éteindre l'amygdale et l'insula. Les émotions sont plus ressenties, l'amygdale, et vous avez une conscience corporelle qui est diminuée, avec des phénomènes de dépersonnalisation, de décorporalisation, voire de sortie du corps. Alors, les études les plus récentes reprennent le modèle de l'ANUS. Hein, ça, c'est une étude de Nicholson en 2017 dans une très bonne revue. Et toutes confirment ces deux états de stress post-traumatique et toutes ont affiné le premier modèle proposé par l'ANUS. Et pour bien comprendre le schéma, VMPFC, c'est cortex préfrontal ventromedian. En bleu, BLA, CMA, c'est deux noyaux de l'amygdale, mais retenez en bleu, c'est l'amygdale.
Et PAG, c'est la substance grise périaque-ducale. La substance grise périaque-ducale, c'est situé dans le cerveau rectilien. C'est là que se trouve le système nerveux autonome. Et c'est là que sont connues l'activation de cette région cérébrale donne fuite, lutte, figement en fonction de la partie qu'on stimule. Eh bien, il est clairement établi maintenant que les états de stress post-traumatique plutôt hyper réactifs ont un pattern d'activation du bas vers le haut, avec une hyperactivation du système sympathique qui va venir hyperactiver l'amygdale, celui-là qu'on ne voit pas ici, qui vont venir éteindre le cortex préfrontal ventromédian. A l'inverse, le profil dissocié, c'est un pattern d'activation du bas vers le haut. Et donc, Reinders, elle s'est dit, finalement, si je veux montrer que le TDI existe et que je veux le relier vraiment à une origine traumatique, il faudrait que j'ai une superposition de mes données entre mes patients TDI et les patients qui ont un état de stress post-traumatique, et ça sur le plan de la neuroimagerie. Donc, je vous passe vite le schéma, mais en gros, c'est ce qu'elle va montrer. C'est pour ça que je reviens à la première diapo, modèle de dissociation structurelle, PAN, PE. Eh bien, Reinders, elle va montrer qu'en gros, les parties émotionnelles, elles se comportent sur le plan de l'imagerie comme un état de stress post-traumatique hyperréactif, c'est-à-dire prédominance du système sympathique au niveau du cerveau rectilien, hyperactivation de l'amygdale et de l'insula, et qui vont venir éteindre le cortex. Et en tout cas, c'est un modèle de connectivité qui va du bas vers le haut. Et elle montre que pour les parties apparemment normales, et les parties émotionnelles, on va appeler dissociées sous l'influence du système parasympathique, eh bien, le profil d'activation, c'est plutôt l'état de stress post-traumatique dissocié avec un pattern d'activation du haut vers le bas, et notamment avec la prédominance du système parasympathique. Donc ça a été vraiment important parce que ça, c'est vraiment ce qui a permis de relier le TDI à une origine traumatique. Maintenant, une minute. Je passe. Juste quand même, je dis un mot. Dans cette étude, en fait, les patients TDI qui étaient dans une partie apparemment normale, il faut imaginer, ils sont dans la tomographie par émission de positons, et on leur lance le script traumatique. Quand ils sont dans une PE, c'est des réactions émotionnelles très intenses, surtout s'ils sont dans une partie émotionnelle sous influence du système sympathique. Quand ils sont en situation de partie apparemment normale, en fait, ils vont venir activer un réseau de régions corticales postérieures dont on sait que chez le sujet sain, ces régions interviennent dans la suppression des souvenirs à fort contenu émotionnel. Donc en gros, comment on fait une panne pour tenir le coup, même quand on lui balance son script traumatique? Eh bien, elle active ces régions-là qui la désengagent subjectivement du contenu des mémoires traumatiques. J'ai 30 secondes. Pour répondre à la troisième question, quel est le lien entre TDI et trauma complexe de l'enfance? Ça, je pense que c'est vraiment central. Je vais vous montrer cette étude. C'est vraiment une très belle étude avec une très belle méthodologie. Elle est d'ailleurs parue dans le Mind Mapping, qui est une très bonne revue. En fait, ils prennent 16 patients état de stress post-traumatique, 17 patients TDI et 32 contrôles. Ils les passent, je vous passe les détails des mesures, en fait, ils les passent à la moulinette clinique avec une série de tests. Et à l'issue des tests, ils se disent, mais en fait, tous nos patients TDI, ils ont un état de stress post-traumatique associé. Et comme ils ont aussi mesuré la sévérité des traumas dans l'enfance, ils s'aperçoivent que sur leurs 16 patients état de stress post-traumatique, 11 ont eu des traumas dans l'enfance, contre 5 qui ont eu des traumas à l'âge adulte. Et l'étude, qu'est-ce qu'elle montre? Parce qu'en fait, ça a été très controversé, la taille de l'hippocampe dans les études jusqu'en 2015-2017. On pensait que c'était lié à des traumas dans l'enfance, mais les études étaient très controversées, il n'y avait jamais des choses cohérentes qui sortaient. Et donc ça y est, c'est sorti. Il y a une diminution globale de la taille des hippocampes, que vous voyez ici modélisée, chez tous les patients, état de stress post-traumatique et TDI et état de stress post-traumatique. Mais la diminution la plus importante, c'est chez tous les patients qui ont eu un trauma dans l'enfance, que ce soit les états de stress post-traumatique ou les TDI. Et que, enfin, très important aussi, il y avait une corrélation entre la diminution de la taille de l'hippocampe, la sévérité de la dissociation et la sévérité du trauma dans l'enfance.
C'est ma dernière diapo, c'est ma conclusion. J'espère vous avoir convaincu que le TDI peut vraiment être considéré comme une entité clinique rare, mais une entité clinique, et que vos patients, ce n'est pas des simulateurs. Enfin, ça peut, mais il faut vraiment essayer de le démontrer, c'est Manuel qui vous dira comment. Que c'est le lien avec l'origine traumatique est indéniable, et par contre, qu'il y a vraiment un lien avec le trauma complexe de l'enfance. Moi, ce que je pense, c'est que le TDI, quand ça survient chez un tout petit, avant 5 ans, vous n'avez pas une perception du soi unifiée. Donc quand vous êtes traumatisé par un de vos parents, vos seules possibilités de survivre, c'est de vous dissocier, puisque vous ne pouvez pas fuir. Là, si quelqu'un rentre armé, soit vous allez vous figer, mais une grande partie va fuir. Quand vous êtes un tout petit et que c'est votre parent qui vous traumatise, vous ne pouvez pas fuir, donc vous vous dissociez. Et les phénomènes dissociatifs chez le tout petit, avant que ne s'installe la perception unifiée d'un soi, serait à l'origine de la structuration de la personnalité selon les identités alternatives, selon le fameux modèle de dissociation structurelle que je vous ai présenté. Je vous remercie.